juin 2020, la Fondation de l'Armée du Salut est allée sur le terrain recueillir le témoignage de celles et ceux qui étaient en première ligne lorsque la pandémie de Covid-19 est arrivée en France. Première rencontre dans une région particulièrement frappée par le virus, l'Alsace, à la résidence Laurie Munch de Strasbourg. L'établissement accueille 94 personnes âgées en EHPAD, dont 10 en accueil de jour, ainsi que 50 personnes handicapées en foyer d'accueil médicalisé, dont 10 en accueil de jour. Nous avons eu 9 décès, donc un décès de la part, au niveau du FAM, une personne handicapée, et 8 décès auprès des personnes âgées. Donc sur les 9 décès, 5 ont été attribués en lien avec le Covid. Et sur les 5 personnes, 3 étaient réellement testées et 2 étaient suspectées. Voilà. Les 4 autres personnes décédées sont décédées de mort naturelle, mais dans la même période que les autres, sachant que l'ensemble de ces décès ont eu lieu entre le 27 mars et le 11 avril. Donc de manière vraiment très rapprochée, ce qui a vraiment généré de très très fortes émotions de la part de nos résidents et de nos salariés qui avaient vraiment beaucoup de mal à s'exprimer des fois pendant les temps de transmission, qui étaient en pleurs aussi lorsque les décès survenaient. Alors on a eu des décès survenus en hospitalisation et d'autres dans l'établissement, mais même pour ceux qui étaient hospitalisés, il y a eu un accompagnement avant l'hospitalisation qui était très compliqué. Donc les soignants ont pu quand même accompagner jusqu'au bout certains résidents. C'était très difficile à vivre. On a eu des coups d'alerte, de chauffe, donc les IDE qui couraient dans tous les sens, des besoins d'oxygène pour certains résidents, des difficultés d'hospitalisation pour d'autres, puisque l'hôpital commençait à être encombré. C'était une période très difficile, exceptionnelle, avec des hauts et des bas. On sait que dans un EHPAD, une personne y vient pour finir ses jours. L'issue d'une personne en EHPAD est forcément le décès. Le Covid était particulier, était différent. Ce n'est pas le décès uniquement de la personne qui était en jeu, c'était aussi la contamination possible auprès du salarié et vice-versa, le salarié qui l'apporte aux résidents. Donc le confinement plus l'absence des familles dans l'établissement, déjà rien que le fait de fermer le portail, donc ça rend un peu l'ambiance de l'établissement beaucoup plus silencieux, beaucoup plus calme. L'impossibilité de voir leur famille, ne les avoir que par téléphone ou par visio, c'était pas suffisant. Ça a créé beaucoup d'angoisse. À tous les niveaux, les résidents ont quand même relativement souffert, on va dire. Et puis il y a eu, oui, des régressions psychomotrices, de l'équilibre, etc. Donc qui ont eu un impact assez important. Dans tous ces moments difficiles, on peut quand même en tirer des moments heureux. Certaines personnes ont effectivement été touchées par la Covid. On peut se réjouir du fait qu'elles ont pu rentrer de nouveau dans notre établissement et qu'elles reprennent tout doucement goût à la vie. Et je remercierai jamais assez l'équipe que j'avais autour de moi parce qu'on s'est mutuellement, je dirais, entraidés, soutenus. Et on a décidé ensemble aussi de surmonter cette crise en étant présente parce qu'on n'était que des femmes. On était là tous les jours. Tous les jours, on a décidé de ne pas faire attention à un jour férié ou un jour de week-end. Et merci parce que tu es là. Merci parce que tu as toujours été là. Face à ces difficultés, le poste de la congrégation de l'Armée du Salut de Strasbourg, ainsi que ses officiers, ont été un soutien précieux. Le premier lien qui a été retrouvé, pas très longtemps après le confinement finalement, c'est une personne qui est décédée et la famille s'est posé des questions, comment ils allaient faire.
Et je pense que c'est par le biais de l'animatrice, elle a dit mais vous savez, si vous ne savez pas, demandez à l'aumônier. On a répondu à un appel de Madame Takaline, qui est la directrice de la résidence Laurie Munch, qui avait besoin de matériel, des plateaux pour pouvoir servir les résidents en chambre, de surchaussures, de gants. Il y avait beaucoup de choses de matériel qu'elle avait besoin. On a essayé, nous, de répondre comme on pouvait. Et puis, il y avait une petite demande particulière aussi, c'était de pouvoir donner quelques douceurs. Et là, on s'est dit, ça c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc tous les mardis matins, les vendredis matins, eh bien, je faisais le tour des quelques personnes qui avaient prévu de faire des gâteaux et puis je les apportais ici. On s'est proposé pour les fêtes de Pâques et les fêtes de Pentecôte de pouvoir venir avec un petit groupe pour faire de la musique. C'est quand même très spécial hein, parce que la salle, on peut être entre 25 et 30 dans cette petite salle. Mais là, il n'y avait que 5 résidents. Je crois que c'est une des premières animations qui reprend. Et oui, pour nous, ça a beaucoup d'importance et c'est beaucoup de joie. À Strasbourg, la Fondation de l'Armée du Salut accueille aussi au foyer du jeune homme une quarantaine de mineurs et des jeunes majeurs placés par l'aide sociale à l'enfance et la protection judiciaire de la jeunesse. La mission de l'établissement est de les aider à s'intégrer socialement et professionnellement, qu'ils soient accueillis sur place ou accompagnés à leur domicile comme 70 d'entre eux. On est un foyer vraiment très ouvert, on n'est pas du tout un lieu fermé. Donc, comme je disais, le tramway passe juste devant le foyer. Les jeunes ont leurs activités principales à l'extérieur. Donc c'est vrai que le confinement changeait ça, puisque la plupart des jeunes ont respecté ce confinement. Du coup, les jeunes présents 24 heures sur 24 avec des activités qui ont dû être impulsées, des choses qui ont dû bouger, avec toutes ces scolarités, ces projets qui tombaient quelque part, quoi. Et c'est vrai que là, on sentait que le conflit ou la menace, elle était extérieure. Elle n'était plus entre les jeunes et les adultes ici, dans le cadre de l'adolescence ordinaire ou pathologique, mais elle était une menace globale dans laquelle on était tous pris, quoi. Notre boulot, il a un petit peu changé pendant cette crise sanitaire, dans le sens où on était en équipe plus réduite, et puis qu'on a beaucoup axé nos discussions avec les jeunes sur l'importance pour eux de se protéger. On s'est débrouillé pour animer leur journée, pour leur proposer des activités, pour qu'ils ne soient pas juste confinés dans leur chambre sans pouvoir échanger ou faire quelque chose. Donc il y a des petites choses ponctuelles qui sont mises en place, des ateliers de peinture, des ateliers de jardinage, des ateliers sportifs. On a essayé de les bouger et puis il y a des choses intéressantes qui ont émergé. Il y a des jeunes qui d'habitude sont plutôt solitaires et qui là sont venus se mêler au groupe. Inversement, il y en a d'autres qui ont profité de ce temps-là pour un peu se ressourcer. Le type de relation qu'on a pu créer avec ces jeunes dans ce contexte particulier, il fait évoluer la relation dans son ensemble et on a pu créer des liens avec certains jeunes qui étaient assez volatiles, assez souvent à l'extérieur. Il y a des choses qui se sont passées et puis ça va faciliter le boulot sur les mois à venir. Raccrocher un peu avec la scolarité, affiner les démarches de recherche d'apprentissage ou de contrat de travail. Là, on a eu le temps. On a eu le temps et puis eux, ils n'ont pas pu utiliser les arguments habituels de je peux pas, j'ai quelque chose à faire. Maintenant, là, tu peux pas sortir, donc t'as rien à faire, donc tu restes avec moi, on va refaire ton CV. On a dû jongler. On s'est retrouvé à un moment donné avec une demi-équipe. Donc là, on a eu le soutien des collègues des autres services qui ont pu venir. Le chef de service, à un moment donné, il prend le tablier, il va faire le cuisinier parce qu'il faut qu'on mange. Le chef de service ou l'éducateur, etc. Et du coup, à ce moment-là, l'éducateur ou le chef de service, il se rend compte des difficultés quotidiennes de l'agent d'entretien, du cuisinier, qu'il n'avait pas forcément en conscience habituellement, quoi. Là où on s'attendait à des freins ou à des explosions, peut-être aussi collectives, certains jeunes nous ont aidés en participant à la cuisine et puis en participant à la vie collective, quoi. Plus spontanément que d'habitude, quoi.
Les agents d'entretien, les cuisiniers, les personnels de maintenance ont été très présents et particulièrement engagés pour que les jeunes, pour qu'une continuité de service auprès des jeunes puisse être assurée. Au premier jour, c'était un peu bizarre, c'est un peu l'angoisse et le stress parce que c'est une situation qu'on vit pour la première fois dans notre vie. On avait un peu peur au début, mais il fallait qu'on travaille quand même, qu'on vienne au travail parce que c'est notre devoir. Il y a des jeunes dans le foyer et des jeunes, c'est des adolescents. On ne va pas les laisser tout seuls, il faut qu'on soit derrière eux, qu'on nettoie derrière eux et qu'on désinfecte derrière eux aussi. J'écoute sur l'ordinateur. Sur mon ordinateur, parfois j'écoute. J'ai les devoirs à faire. C'est juste le devoir, le prof. Il a envoyé les devoirs. Après, on le fait, on efface. J'efface le devoir, après je l'envoie. C'est tout. J'ai eu peur parce qu'on a attendu les chiffres, les victimes du coronavirus, parce que toujours les gens ils meurent. Toujours il y a beaucoup de morts. Dans le même temps, le confinement a fait basculer en situation d'urgence totale des personnes qui auparavant réussissaient au moins à se nourrir. D'où l'importance d'apporter une réponse à la fois humanitaire et alimentaire. On va amener des colis alimentaires pendant tout l'été à ces familles pour pas qu'elles descendent dans la rue et qu'elles arrivent sur les distributions alimentaires qui sont déjà saturées. On donne des colis alimentaires pour 3 jours qui permet de structurer une base minimum nutritionnelle, donc viande, féculents, huile, lait, etc. On a travaillé avec d'autres associations pour savoir à qui on allait les distribuer. Dans l'idée, c'était, avec ces camions disponibles, ces bénévoles, de donner 2 paniers repas à chaque personne chaque jour. Où est-ce qu'on allait distribuer? On avait fait un appel aux associations pour dire où est-ce qu'il y a des personnes qui sont en difficulté, et on a distribué notamment à beaucoup de campements et bidonvilles roms, le réseau de prostituées aussi, toutes les personnes qui travaillaient de la mendicité et qui se sont retrouvées vraiment dans l'insécurité alimentaire tout de suite. Aujourd'hui, je peux dire, on continue cette distribution parce qu'en fait, au fur et à mesure des semaines, nous, on a commencé avec un public le plus précaire, celui à la rue, mais au fur et à mesure des semaines et du confinement, il y a de nouveaux publics qui sont entrés dans la grande précarité, qui peut-être avaient une trésorerie sur 1 mois ou sur 2 mois. Et au fur et à mesure des semaines, on a des publics qui ont fait des signalements, des personnes qui avaient faim, qui n'étaient pas en capacité de se nourrir ni d'acheter. Donc on a commencé, il y a 4 associations de proximité pour distribuer des colis aux familles précaires du 19e arrondissement. Ensuite, on a eu successivement des vagues de personnes qui ont fait des signalements aux services sociaux, à des associations et qui étaient en difficulté. On a découvert un nombre de bidonvilles, de squats sur l'Île-de-France, qui est vertigineux. On a aussi découvert que beaucoup de personnes qu'on pensait en sécurité dans des appartements ne le sont pas du tout, parce qu'en fait, il suffit d'une crise pour qu'il y ait 17 000 distributions alimentaires sur Paris. On a découvert que la grande pauvreté à Paris, elle est quand même très forte. Il y a beaucoup de monde en difficulté et que voilà, pour moi, c'était une surprise en tous les cas. Pour aider les personnes sans domicile à se confiner et à se protéger du virus, la Fondation de l'Armée du Salut, en partenariat avec l'État, a également augmenté la capacité d'accueil de certains de ces établissements et ouvert en quelques jours de nouveaux accueils comme ici, dans la métropole de Lyon. On a accueilli les familles très rapidement. En fait, on a peuplé les 2 étages de l'hôtel assez vite. Et on est vite monté à 125 personnes en peu de temps. Donc au niveau du service, il a aussi fallu recruter très vite et puis mettre en place une organisation, un fonctionnement ici dans des conditions qui ne sont pas celles d'un centre d'hébergement traditionnel.
Ce centre est différent des autres centres d'hébergement de par la configuration du lieu. C'est pas normalement un endroit dédié à recevoir des personnes sans domicile, parce qu'on est dans un hôtel. Donc ça veut dire quand même beaucoup de promiscuité, pas d'espace collectif. Il n'y a pas d'endroit ici où on peut réunir les personnes, si ce n'est sur le parking, où on a pu faire des petites actions collectives. Et puis surtout, pas la capacité de pouvoir se faire à manger. Donc ça, c'est quand même une grande différence avec des hébergements traditionnels. On a accueilli ici des familles qui étaient sans logement depuis déjà plusieurs mois pour la plupart, qui dormaient parfois dans leur voiture, en squat, dans la rue. Et c'est vrai qu'une grande partie de notre travail au tout début, ça a été d'ouvrir les droits, de stabiliser un peu les situations, et notamment en matière de santé, parce que l'urgence au moment du confinement était surtout sur la santé, si jamais on devait avoir des prises en charge rapides. On a des gens ici qui sont principalement des familles. On a quelques couples et quelques personnes isolées, mais pour la majorité, ce sont des personnes qui n'ont pas de ressources et qui donc n'ont pas accès au logement. Et on a quelques personnes qui ont des ressources avec qui on a pu travailler cette question de l'insertion vers le logement. Mais sinon, on a plutôt beaucoup de femmes seules avec enfants et des populations qui, du coup, n'ont pas une situation régulière en France. Pour les personnes qui sont arrivées ici au moment du confinement, ça a été une période très particulière parce que c'était des gens qui vivaient dans la rue, à qui, du jour au lendemain, on a demandé de ne plus être dans la rue. Donc, ne serait-ce qu'en termes de cadre et de respect du règlement, on a eu une grande phase où il a fallu s'astreindre à ces règles et ça n'a pas été simple. On filtrait toutes les entrées, toutes les sorties. Et pour l'équipe éducative, ça a été une charge de travail très lourde, à la fois d'expliquer ces règles, notamment le respect des gestes barrières, et puis de prendre le temps de régler toutes les démarches qui pouvaient avoir été suspendues les concernant, avec notamment des travailleurs sociaux à distance. Et maintenant qu'on a déconfiné, la vie est un peu revenue à la normale finalement. Les enfants sont plus ou moins retournés à l'école, certains ont repris leur activité bénévole. Avant le confinement et maintenant, c'est vraiment le jour et la nuit en termes même de rapport ici au sein de l'hôtel, parce que les relations sont quand même aussi plus détendues, maintenant que chacun peut vaquer à ses activités. Cette expérience, je pense, tant pour moi, d'un point de vue de chef de service, que de l'équipe des travailleurs sociaux qui se sont succédés ici, a été très dense et pleine de rencontres, vraiment avec beaucoup d'émotions, parce qu'il y a eu un moment, notamment pendant le confinement, on était vraiment dans une bulle et on a tous vécu beaucoup de moments ensemble très... comment qualifier ça? Oui, d'une grande densité, parce qu'on était tous ensemble un peu contraints, mine de rien, de vivre cette aventure un peu. Et ça laissera, je pense, des souvenirs professionnels assez émouvants. Voilà. À Lyon, l'Arche de Noé est un centre de loisirs qui propose de nombreuses activités aux jeunes et aux familles du quartier. Là aussi, le confinement a bouleversé les modes de fonctionnement. L'arrivée de la crise Covid a été très soudaine. Il a fallu fermer l'établissement très rapidement. On a eu un dernier temps avec l'ensemble des équipes d'animation le vendredi 16 mars, et puis il a fallu derrière fermer l'établissement. Donc tous les salariés se sont trouvés en télétravail, et on a très rapidement mis en place des accompagnements pour les personnes les plus en difficulté, notamment de l'accompagnement scolaire pour les enfants qui ne bénéficiaient pas de l'ensemble du matériel nécessaire. Donc on a eu tous les jours 70 animateurs qui ont appelé plus d'une soixantaine d'enfants
pour faire avec eux tout ce qui était le suivi scolaire, les appeler 2 fois par semaine, mais aussi prendre de leurs nouvelles, prendre des nouvelles des familles. On a aussi pu proposer de l'aide alimentaire pour certaines familles que nous suivons et qui sont en grande difficulté. Et puis, évidemment, toutes les actions accueil jeunes qui ont continué à distance, avec des jeunes qui ont pu continuer à être en contact avec Lucie, qui est responsable de l'accueil jeune, et continuer à travailler notamment sur des projets d'été qui s'étaient mis en œuvre avant le confinement. Mais ça a été très, très soudain et ça a été une période qui a été difficile à vivre, je pense, pour beaucoup de salariés. Pendant la période de confinement, donc, il y a 3 animateurs volontaires qui se sont déclarés pour pouvoir aller sur Paris, à la résidence maternelle des Lilas, venir faire de l'animation, notamment auprès des tout-petits et des mamans accueillies à la résidence maternelle. C'était une résidence maternelle, donc de base, ils avaient une crèche. Et du coup, il y avait personne de la crèche qui travaillait. Donc, ils avaient besoin d'animateurs. Ils avaient besoin d'animateurs pour remplacer ce personnel de la crèche de base pour jouer, rester, passer du temps avec les enfants qui du coup étaient confinés dans leur petit studio avec leur maman. C'était vraiment bien. C'était super enrichissant d'une part parce que nous d'habitude on n'est pas du tout avec ce public-là, c'est-à-dire des enfants de moins de 3 ans. Encore moins dans une résidence maternelle, vu qu'on travaille en centre de loisirs, en école. La crise de la Covid-19 a aussi bouleversé le quotidien des services d'insertion par l'activité économique, les obligeant à cesser certaines actions et à répondre aux besoins accrus en matière d'accueil et de nettoyage. Mais cette crise a également donné l'opportunité de débuter de nouvelles activités. La crise Covid nous a aussi amené à revoir l'activité de nos chantiers d'insertion, puisque les chantiers d'insertion, une partie d'entre eux en tout cas, sont basés sur une activité liée à l'événementiel. Or là, effectivement, avec l'absence de location de salles et autres, etc., il a bien fallu redéployer, retrouver une autre activité pour les salariés en insertion. Et donc, la Cité de Refuge s'est lancée dans la production de masques. Il y avait déjà des compétences pour créer ces masques, puisqu'on avait déjà un petit atelier de couture. Mais là, donc, du coup, on a pu proposer, on a pu agrandir du coup cette offre-là, cet atelier. Et donc, on a pu proposer du travail à d'autres personnes, puisque c'était quand même rémunéré, il ne s'agit pas de bénévolat. On a répondu à un appel d'offres qui a été lancé par la mairie de Paris et on a pu produire 1000 masques par jour. Et je trouve ça extrêmement valorisant d'ailleurs pour les personnes que l'on accueille, de pouvoir contribuer à cet effort national et produire un objet qui peut sembler habituellement banal, mais qui là était une question qui a mobilisé beaucoup le pays. On s'est réadapté dans l'urgence et tout en gardant notre utilité, renforçant même notre utilité sociale et de proximité avec les personnes. Dans cette période un petit peu particulière de Covid, on a dû mettre en place au siège une gestion de stock de matériel que nous recevions. On a reçu beaucoup de dons en nature, de matériel médical et il a fallu qu'on organise un petit peu les choses pour pouvoir redistribuer ces éléments à l'ensemble des établissements de la Fondation. Donc voilà, on a essayé d'organiser tout ça avec quelques salariés du siège bénévole qui faisaient partie de la réserve sociale et qui ont aidé à coordonner un petit peu les choses. Nous avons commandé et reçu un certain nombre de masques, de blouses, de gants, des charlottes, des surchaussures. Donc l'idée c'était de pouvoir lister le matériel présent au siège et recenser l'ensemble des besoins des établissements pour pouvoir organiser ensuite, après conditionnement, les différents voyages sur toute la France et la distribution à tous les établissements de la Fondation. On a reçu également un certain nombre de dons en nature. On a reçu des chocolats pour Pâques, on a reçu du matériel médical, de l'eau pour l'aide alimentaire, du lait infantile, des produits alimentaires pour bébés qu'il a fallu que l'on redistribue aux établissements. Au niveau de la mobilisation des bénévoles, ces nouveaux bénévoles, on les a contactés par différents canaux, que ce soit les plateformes traditionnelles, que sont France Bénévolat, Tous Bénévoles,
les réseaux que l'on a au sein de la Fondation et bien évidemment aussi par les réseaux sociaux. L'appel qui a été lancé a reçu un écho très favorable. Nous avons eu un grand nombre de personnes qui se sont mobilisées. En l'espace de quelques jours, que sur le plan parisien, nous avons eu plus de 250 bénévoles qui se sont manifestés. Durant cette crise, on a tout particulièrement innové, notamment sur les actions auprès des publics que nous accompagnons. Et je pense que cette innovation, on a des choses à en tirer pour l'avenir. On a des bonnes pratiques à capitaliser et sûrement à reproduire. Je crois aussi qu'une des nouvelles choses, c'est vraiment le lien que nous avons créé avec certaines familles tout au long de ce confinement, en essayant d'être au plus proche d'eux. Et nous voyons aujourd'hui que beaucoup de nos liens sont beaucoup plus apaisés avec les familles, notamment lors de nos inscriptions ou des choses de ce type, où les familles sont beaucoup plus dans le faire avec que dans une forme de consommation d'activité.